Tueur en série ou accusé à tort. D'ici vendredi au plus tard, Frédéric Péchier sera fixé sur son sort. L'ex-anesthésiste de Besançon est jugé depuis 3 mois pour 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels entre 2008 et 2017. Bonjour Plada Radenovic. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à RTL et autrice du Temps qu'il lui reste chez Michalon, livre pour lequel vous avez rencontré Frédéric Péchier à de très nombreuses reprises. Avant d'évoquer ce procès, euh, est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui, y compris au long de ce procès? Oui, il faut savoir que c'est un homme qui est en liberté, qui n'a jamais, pour l'instant, fait un jour de prison. Donc, je suis en contact avec lui. Et puis, on peut tous, les journalistes qui suivent l'audience, le croiser, en fait, dans les couloirs du palais de justice pendant les suspensions d'audience. Alors, on l'a dit, le procès entre dans sa dernière phase. L'avocat de l'accusé va plaider ce matin. Vendredi, les avocates générales, elles ont demandé la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Est-ce que vous avez été surprise, vous, par ces réquisitions ? Non, j'ai pas été surprise parce que j'ai suivi tout le procès pour RTL. Et en fait, comment dire, soit on considère qu'il est coupable et dans ce cas-là, évidemment, c'est la peine maximale parce qu'il y a quand même 12 morts et puis en tout 30 empoisonnements volontaires. Soit comme lui et son avocat, on considère qu'il est innocent et c'est l'acquittement, mais c'était de toute façon tout ou rien. C'est ce que va plaider son avocat ce matin. Oui, Il va son plaider avocat va l'acquittement. plaider l'acquittement, oui. Et en fait, cet accusé, c'est aussi une particularité, vu les faits. Il clame son innocence depuis sa première garde à vue en 2017 et il n'a pas du tout bougé de positionnement pendant le procès. C'est l'inventeur du crime à double lame, disent les avocates générales. La mort physique du patient et l'atteinte psychique lente et insidieuse de ses confrères, je cite les avocates générales, ce qui dresse le portrait d'un accusé pervers. Comment est-ce que vous décririez l'homme que vous avez rencontré au cours de cette vingtaine d'entretiens que vous avez menés? Oui, alors ce qui est moi pourquoi j'ai voulu le rencontrer, c'est parce que justement je me disais, vu l'ampleur du crime, je voulais connaître un petit peu sa personnalité, quels sont sa part d'ombre, ses mystères. Et donc en fait, ce qui est assez étrange et étonnant pour le grand public, c'est qu'en fait, quand on lui parle, quand on le rencontre, c'est quelqu'un de normal. Alors, on a vu un peu cette phase de lui au procès lorsqu'il y a eu sa famille qui allait à la barre, qui a comparu, qui a témoigné, pardon. Et en fait, on a vu toute sa famille défiler et dire que voilà, c'était un super papa. Enfin, il y a beaucoup de faces positives aussi chez lui. Et après, c'est quelqu'un, si jamais c'est lui, c'est quelqu'un qui a un clivage énorme. C'est ce que disent les experts psychiatres, notamment Daniel Zaguri, et un clivage tellement fort, c'est-à-dire Dr Jekyll et Mr Hyde, mais le Mr Hyde chez lui serait tellement fort qu'il n'est même pas décelé par les experts de personnalité. Donc moi, j'ai pas vu non plus ce Mr Hyde-là, en fait. Moi, je l'ai rencontré vraiment, je sais, j'ai pas compté les heures, mais vraiment à de nombreuses reprises. J'ai commencé à le voir en 2019, donc voilà. Et en fait, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était de voir, comment dire, est-ce qu'il est accusé à tort? Est-ce qu'il est vraiment coupable? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas juge, mais d'essayer d'entrevoir sa personnalité profonde, en fait. Vous parliez de la famille, justement. On a vu un accusé verrouillé par sa famille, justement, qui lui apporte son soutien tout en le menaçant du pire s'il venait à avouer ses crimes. Est-ce qu'au cours des entretiens, vous avez perçu ce poids, cette influence de son entourage ? Oui, alors évidemment, en fait, c'est quelqu'un qui est très, très proche de sa famille, une famille qui a été comparée au procès à un clan. Donc, ça veut dire que, oui, c'est le clan, ça évoque évidemment la mafia et le côté famille soudée. Évidemment, si on le voit du côté de la défense, on se dit, c'est juste une famille très soudée qui tient avec lui, parce qu'en fait, dans l'idée de sa famille que j'ai rencontrée aussi, c'est inimaginable. Enfin, il faut imaginer que pour eux, c'est juste, c'est leur papa, c'est leur frère. Enfin, voilà, ils peuvent pas du tout penser que ce soit possible que ce soit lui. Et c'est ça qu'il verrouille en fait. En fait, c'est-à-dire que si jamais, encore une fois, parce je rappelle qu'il est présumé innocent, hein, il n'est pas condamné, mais si jamais c'était lui, en fait, son impossibilité d'avouer, c'est parce que, en fait, sinon tout s'effondre. Sa famille, c'est son socle. Si jamais il avouait quelque chose d'aussi grave, il n'aurait plus de socle, donc il s'effondrerait. Il s'est montré au cours de ces 3 mois d'audience fermé. Il avait dit je vais me défendre. Vous allez voir ce que vous allez voir, mais c'est vrai que beaucoup de parties civiles disaient ça en sortant de l'audience. On attendait qu'il parle, on attendait qu'il se défende avec plus de force. C'est plutôt montré silencieux. Là encore, est-ce que c'est une attitude qui, à la fois, vous a étonné et est-ce que ça a joué en sa faveur ou est-ce que ça l'a desservi au contraire ?
Alors, ça ne m'a pas étonnée parce que, en fait, c'est, si vous voulez, que ça soit lui ou pas lui, il y a le système judiciaire qui fonctionne un peu comme un étau. Et en fait, il n'avait pas tellement l'espace pour clamer son innocence. En fait, ce qui est assez compliqué, mais dans notre système judiciaire, il est comme ça. Mais en fait, comment dire, on n'a pas approuvé son innocence. Et lui, en fait, il disait que c'était pas lui. Voilà, il le répétait. Mais c'est sûr que forcément que ça fait fermer par rapport aux parties civiles, évidemment, qui attendent des réponses. Et c'est très compliqué d'avoir. C'est vraiment comme un mur parce que bon, si jamais c'est lui et qui veut pas le dire, évidemment, c'est un mur, il est fermé. Et si jamais c'est pas lui, de toute façon, c'est la même chose. Il n'y a pas d'explication à avoir. Donc de ce point de vue-là, c'est un procès où il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a quand même eu une avancée, je voudrais signaler. Il a admis le fait que 12 de ces cas soient des empoisonnements, chose qu'il n'admettait pas, moi, quand je le voyais, et puis tout au cours de l'instruction. Donc c'est quand même, je pense, du point de vue des parties civiles, une légère avancée, voilà. Mais après, du point de vue de la preuve pénale, de la culpabilité, non, il n'y a eu aucune avancée, ça n'a pas bougé. C'est ce que j'ai écrit dans le livre, mur contre mur, en fait. C'est très décevant, ce procès. Ce procès va marquer la justice française, évidemment, quel que soit le verdict. Je suppose, quand aux journalistes, vous parlez, vous avez, votre intime conviction ? Oui, alors mon intime conviction, elle bouge en fonction des audiences, de ce qu'on entend. Et c'est vrai que je suis un peu comme le professeur Zaguri qui l'a rencontré, l'expert psychiatre. Enfin voilà, sauf qu'on n'est pas du même point de vue. Mais en fait, c'est du jamais vu ce que dit Daniel Zaguri. Il dit, si c'est lui, c'est une première. C'est-à-dire une personnalité telle qui serait un tueur en série. Il n'a jamais vu ça. Lui, c'est un expert des tueurs en série. Je rappelle, il en a expertisé plusieurs. Et si jamais c'est pas lui, alors c'est vrai que c'est énorme aussi du point de vue de la justice. C'est vrai qu'il y a un faisceau d'indices graves et concordants. Il n'y a pas rien du tout dans le dossier, mais il n'y a pas de preuves au sens, de preuves irréfutables. Exactement. Personne ne l'a vu faire, comme il l'a dit à la barre. En tout cas, ce sera un procès qui marquera l'histoire, quoi qu'il arrive. Merci de nous avoir éclairé, Piana Radinovic, journaliste à RTL et autrice du Temps qui lui reste chez Michelon.